Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, science-fiction, fantastique peut-être plutôt on va dire, et Lovecrafterie en même temps, puisque je vais vous parler de la balade de Black Tom de Victor Laval. Donc le titre original est The Ballad of Black Tom, c'est traduit de l'anglais États-Unis par Benoît Domis, il y a une couverture et conception graphique d'Aurélien Polis comme d'habitude, puisque nous sommes dans la collection, l'excellente collection Une heure lumière des éditions du Bélial. La novella originelle date de 2016, cette traduction est sortie assez récemment, et c'est un petit bouquin de 140 pages environ. L'impressionnante et quelque peu effrayante à vrai dire vague de publications Lovecraftiennes ou para-Lovecraftiennes trucs de ces dernières années a pu emprunter bien des avatars, mais un sans doute attire plus particulièrement l'attention, la relecture critique de l'œuvre du gentleman de Providence, à l'aune d'une Amérique notamment qui change, espérons-le, mais n'a en tout cas pas longtemps pas assez changé. De fait, l'accent mis sur les côtés les plus déplaisants du personnage, son racisme et son antisémitisme au premier chef. On parle aussi de sexisme et d'homophobie, même si ces questions appellent peut-être des réponses davantage nuancées. Maintenant que sa biographie est plus assurée et que les silences gênés de certains de ses anciens éditeurs ne sont plus de mise, ça a assez logiquement débouché sur des textes, peut-on encore parler de pastiches, qui inscrivent, révèlent, peut-être avec des guillemets, dans le corpus Lovecraftien même, les hantises, les phobies, les haines, les absences de l'auteur, qui n'en manquait certes pas, ceci avec plus ou moins de pertinence et plus ou moins d'intérêt, car l'idée critique, aussi solidement étayée soit-elle par les faits les plus affligeants de la biographie ou de la bibliographie de Lovecraft, est pertinente à mains égards, ne suffit pas forcément à faire un bon récit si elle peut suffire à faire un bon pamphlet. Assez récemment, je vous avais ainsi causé de la quête onirique de Vélitbo de Keith Johnson, qui, à l'heure de MeToo, entre autres, féminisait et diversifiait une œuvre Lovecraftienne cruellement lacunaire et c'est peu dire en matière de personnages féminins, en adoptant le prisme des contrées du rêve et en le dépouillant au passage d'une certaine immaturité fondamentale. Cependant, je n'avais pas été vraiment convaincu. Un bon personnage et un propos juste n'avaient pas suffi à m'emballer, car j'avais bien trop le sentiment d'une autrice oubliant de raconter quelque chose derrière son message. Le même éditeur, le Bélial donc, a récidivé plus récemment, mais dans le cadre de sa belle collection Une heure lumière, cette fois avec la balade de Black Tom, novella de Victor Laval, dont c'est le premier texte traduit en France, sauf erreur, novella bardée de prix, qui revisite la mauvaise nouvelle Horreur à Red Hook, à l'heure entre autres du mouvement Black Lives Matter. C'est un fait, le rêve de Martin Luther King ne s'est pas exactement réalisé, et il y a encore bien du boulot. Je laisse Mr. Ice-T et Body Count vous expliquer tout cela dans des clips dont j'ai donné les liens sur le blog, c'est très chouette. Victor Laval, auteur afro-américain, revient ainsi sur une nouvelle de Lovecraft notoirement raciste, en adoptant le point de vue des Noirs, mais pas seulement. En ce sens, la démarche me paraît assez proche de celle de Keith Johnson, mais à mes yeux, le résultat est cette fois bien plus convaincant et le livre, orné comme d'hab d'une belle couverture d'Aurélien Polis, le livre d'usage est cette fois tout à fait recommandable et même bien plus que ça sans doute. Penchons-nous donc sur ce texte très intéressant dédié à H.P. Lovecraft avec tous mes sentiments contradictoires. Mais il nous faut donc partir de la nouvelle de Lovecraft Horreur à Red Hook, dont la relecture est fortement recommandée avant ou pendant ou après la lecture de la novella de Victor Laval. Celle-ci n'est pas à proprement parler incompréhensible sans cela, mais le jeu littéraire étant affiché sans la moindre ambiguïté, la méconnaissance du texte source risque de faire passer à côté d'un certain nombre de choses d'un intérêt non négligeable. Écrite les 1er et 2 août 1925, Horreur à Red Hook est publiée dans le numéro de janvier 1927 de Weird Tales. Et c'est une période charnière pour Lovecraft, dont le mariage improbable avec Sonia Green prend vite l'eau, tandis que son séjour à New York, de merveilleux, devient cauchemardesque, et tout cela n'est probablement pas pour rien dans le tournant que connaît parallèlement la production littéraire de Lovecraft, avec une nouvelle écrite un an seulement après Horreur à Red Hook, mais autrement réussie, L'Appel de Cthulhu, qui inaugure la phase la plus enthousiasmante du corpus Lovecraftien. À l'époque, si je ne m'abuse, je crois qu'il y en a quelques exemples dans A Weird Writer in Earnest Mist. Horreur à Red Hook s'attire quelques louanges dans The Eerie, le courrier des lecteurs du fameux Pulp, mais Lovecraft lui-même ne se faisait guère d'illusions sur ce texte qu'il jugeait lui-même pas très bon, et la critique ultérieure a été unanime à ce propos et plus vigoureuse. De fait, ce texte est atrocement mauvais. Il a pourtant sa célébrité. On en a fait la nouvelle la plus raciste de Lovecraft. Elle est assurément raciste, horriblement raciste. Cependant, si cette réputation fait sens dans le cadre de la novella de Victor Laval, qui n'a certes pas choisi son sujet au hasard,
Je ne suis pas certain qu'elle soit vraiment très pertinente dans l'absolu. Déjà parce qu'il y a un certain nombre d'autres textes Lovecraftiens horriblement racistes. Même sans se livrer à un absurde concours de la nouvelle la plus raciste, et encore je m'en tiens ici à la fiction, hein, la poésie, les essais et la correspondance, je vous raconte même pas. On peut citer par exemple La Rue, un pamphlet d'une stupidité abyssale, ou la ridicule à ce stade révision La Chevelure de Méduse, même s'il semblerait que, pour cette dernière, les torts soient partagés avec la commanditaire Zélia Bishop. Probablement aussi Arthur Jermyn, un chouïa moins mineur, mais aussi des textes bien plus connus, lus et relus et à bon droit car brillants, tels Le Cauchemar d'Innsmouth ou, oui, L'Appel de Cthulhu. En fait, j'ai le sentiment que cette approche, alors encore une fois, hein, c'est en dehors du cadre spécifique de la novella de Victor Laval, que cette approche donc peut avoir quelque chose d'assez pernicieux, lié peut-être à une forme de puritanisme très américaine, s'offusquant parfois de la façade sans chercher vraiment dans le fond. Horreur à Red Hook a gagné cette réputation de nouvelle la plus raciste de Lovecraft, parce qu'elle est ouvertement, frontalement raciste. L'auteur en pleine crise, à mesure que son séjour new-yorkais se prolonge, s'y livre notamment à une navrante litanie des mots d'ordre quasi médical imputés au melting pot du quartier de Red Hook, associé à Brooklyn où il vivait, dans une nouvelle outrée, explicite, débordant de peur et de haine pour ces immigrés clandestins qui suintent dans les rues, une menace pour les Norvégiens aux yeux bleus, putain Howard Shue quand même, avec dans leurs valises leurs rites impies et sanglants d'une antique et blasphématoire sorcellerie. Mais, à tout prendre, l'appel de Cthulhu ne raconte pas forcément autre chose, et à vrai dire beaucoup d'autres textes, d'autres auteurs de la même époque. Simplement, enfin non, pas si simplement justement, Lovecraft a cette fois maquillé son propos en narrant une histoire bien plus inventive, de portée philosophique plus saisissante et c'est peu dire, et bénéficiant d'une construction admirable, parfaite, l'ensemble constituant un vrai chef-d'œuvre. Mais si le racisme de l'appel de Cthulhu est moins visible, même si le repérer ne demande pas exactement un effort considérable, hein, dès la première page c'est assez clair, il n'en est pas moins présent. Et c'est bien pourquoi dans le registre des relectures contemporaines, les idées de certains me navrent, qui s'affichent simplement désireux d'expurger cette nouvelle en particulier de tel ou tel mot qui fait tâche à l'occasion, ce mot en haine qu'il ne faut plus prononcer aux États-Unis, même pour dénoncer le racisme. Mes excuses, mais même en rayant tous les vilains mots de cette nouvelle, elle demeurera raciste. Géniale, mais raciste. On peut refuser de la lire si l'on y tient, ne pas aimer, voire détester Lovecraft et son œuvre en raison de son racisme, c'est ma foi une raison tout à fait valable de ne pas l'aimer, voire de le détester et ses écrits avec, mais clairement ce n'est pas un petit retouchage cosmétique qui en changera la portée. Or, la relation entre les deux nouvelles, rédigée avec seulement un an d'écart donc, me paraît instructive. Horreur à Redouk, j'en suis persuadé, à quelque chose d'un brouillon de l'appel de Cthulhu. Seulement, prise isolément, même en mettant à part la question du racisme, ce qui n'est certes pas évident, c'est une très mauvaise nouvelle. Tout le contraire pour le coup de l'appel de Cthulhu. Victor Laval n'a donc pas choisi son texte au hasard. Son texte source. Dans le contexte de la gestation de sa propre novella, la réputation de Horror à Red Hook est une motivation plus que suffisante et parfaitement pertinente. En outre, comme Alan Moore par exemple, qui a su s'en inspirer avec talent dans Neonomicon puis dans Providence, Victor Laval en dérive très intelligemment un texte tout à fait réussi, dans sa portée critique comme dans sa dimension narrative. Quelques mots tout de même de l'histoire dans Horreur à Red Hook. Ce qui ira assez vite parce que la nouvelle pêche clairement sous cet angle, et Lovecraft lui-même en était semble-t-il très conscient. À vrai dire, au-delà des éructations racistes et xénophobes qui fondent le propos, le texte m'a toujours fait l'impression d'un auteur vraiment pas à l'aise avec ce qu'il écrit. Le personnage même du héros, Thomas F. Malone, un policier, ça va vraiment pas au Ichou, en est très vite une éclatante démonstration, et Victor Laval y a trouvé un élément très important de son propre récit, comme dans un autre registre, Alan Moore dans Providence, qui y associe une dimension homo-érotique totalement absente de l'original, mais qui sonne parfaitement juste. Le dit Thomas F. Malone, que l'on découvre en bien sale état au début de la nouvelle, comme souvent chez Lovecraft, le temps de la narration n'est pas celui des événements et on commence en gros par la fin. Le dit Thomas F. Malone donc a été amené à enquêter dans le quartier de Red Hook, un îlot de Brooklyn particulièrement cosmopolite, horreur glauque, sur les activités d'un certain Robert Sweedham, un blanc de bonne famille et d'un bon quartier, que sa famille suppose être devenu fou puisqu'il fricote avec des Syriens et compagnie. L'enquête amènera Malone à découvrir l'existence d'une sorte de culte souterrain en forme de conspiration globale de l'étranger toujours corrompu par une sorcellerie millénaire, et ça se finira mal pour tout le monde. Clairement, cette histoire est d'une pauvreté affligeante. Lovecraft voulait vitupérer contre les vilains étrangers, même en leur conférant un blanc pour patron, faut pas déconner non plus,
Mais en dehors de cette navrante note d'intention, son scénario est erratique et terne, avec des éléments surnaturels, tristement convenus et sans âme. Un mariage bizarre, dont Victor Laval se débarrasse à bon droit, des souterrains glauques propices à l'immigration clandestine comme aux messes forcément noires, une résurrection chelou, un thème dont il était particulièrement friand, mais au fond tout cela ne va nulle part. Victor Laval, lui, va quelque part, et il sait où et il sait comment y aller. Que Horreur à Red Hook soit une mauvaise nouvelle n'est au fond pas un problème pour lui, même si je n'irai pas jusqu'à prétendre que c'est un avantage pour autant. Son histoire est paradoxalement épurée en adoptant un champ plus large. Même si le nom n'apparaît que tardivement dans la nouvelle, le culte de Robert Swiedam est clairement associé au culte de Cthulhu dans la ballade de Black Tom, car elle ne s'égare pas, il y a des trajectoires bien définies. Cependant, pour qu'elle fasse sens, il lui faut deux choses, un cadre et des personnages. Le cadre et l'ambiance font partie des éléments assurant la pertinence et la qualité de la ballade de Black Tom. À vrai dire, ils sont probablement plus que cela, car ils constituent la première accroche de la novella. Dès les premières pages, Victor Laval accomplit un travail admirable. Harlem sonne juste, sonne, oui, car la musique est omniprésente, blues très prégnant, jazz qui s'annonce, en sachant éviter le pittoresque pour toucher à quelque chose de bien plus fondamentalement humain. Red Hook aussi, si les quartiers des Blancs sont plus intimidants et secrets, quand nous les parcourons, un peu nerveux en compagnie de Black Tom. Et tous ces personnages que nous croisons sont comme une revanche sur le texte de Lovecraft. Ces immigrés basanés, ces Syriens, etc., qui n'étaient jamais autre chose que des menaces barbares chez Lovecraft, se révèlent pour ce qu'ils sont évidemment des êtres humains. Lovecraft, dans une fameuse et navrante diatribe, reprochait à tous ces gens-là de ne pas rêver. Pouvait-il écrire pire sottise? Bien sûr qu'il rêve, et Black Tom comme les autres. Pour autant, en traitant de ce thème, Victor Laval ne produit en rien réquisitoire, ça n'en est tout simplement pas la peine. La vie chez ces personnages, au fond de la scène, prend des connotations peut-être différentes quand on se penche sur les personnages principaux, mais sans rupture de ton pour autant. Les personnages, on le sait, ne sont pas exactement le fort de Lovecraft, et dans Horror à Red Hook, c'est particulièrement flagrant. Victor Laval devait faire mieux pour réussir son pari, mais Suidam, on peut se contenter de le laisser tel quel. D'une certaine manière, le vieux bonhomme n'en est que plus ridicule, sans que la novella ne vire le moins du monde à la parodie pour autant. Ceci parce que Suidam est de toute façon un personnage finalement assez secondaire ici. Ce qui compte, ce sont deux personnages qui sont amenés à interagir avec lui, et qui sont successivement nos personnages point de vue, car la novella se scinde en deux parties chronologiques. La première est centrée sur celui qui n'est pas encore Black Tom, mais simplement Charles Thomas Tester, apport de Victor Laval, tandis que la seconde est centrée sur Thomas F. Malone. Ce dernier est incomparablement mieux caractérisé dans la novella de Victor Laval que dans la nouvelle de Lovecraft. Là où le gentleman de Providence s'empêtrait avec son policier mais rêveur parce que d'ascendance irlandaise, Laval a campé un personnage pas forcément détestable dans l'absolu, mais qui sidère de par son absence totale d'empathie. Il n'est pas véritablement maléfique, mais il semble dans l'impossibilité la plus totale d'envisager le monde au prisme des sentiments. C'est comme s'il n'en avait pas lui-même, et ne pouvait même pas comprendre que d'autres pourraient en avoir, eux. Dans la scène charnière de la novella qui fait la transition entre les deux parties, cette dimension du personnage devient véritablement révoltante. Il ne s'agissait donc pas de faire de Thomas F. Malone un avatar raté de fantasme hardboiled, mais au contraire d'accentuer sa dimension Lovecraftienne, au point de se montrer plus Lovecraftien que Lovecraft. Au fond, comme souvent, sinon toujours, le racisme de Lovecraft tenait pour une bonne part à son ignorance, ou en tout cas à sa méconnaissance du monde autour de lui, et cela vaut pour Malone ici au regard de l'empathie, même si lui n'est pas forcément raciste ou pas au même degré. C'est qu'il n'est même pas en mesure de se poser la question du racisme. Son approche censément froide et objective, scientifique plus que rêveuse pour le coup de ses enquêtes, dénonce en fait un homme incapable de voir le monde, ce qui est embêtant pour un policier, mais plus qu'utile eu égard au propos de cette novella. Et ces biais peuvent nous rappeler un certain écrivain qui mettait souvent de lui dans ses narrateurs, et nous en disait parfois plus long ainsi qu'il ne le supposait. Mais avant de nous intéresser plus spécialement à Thomas F. Malone, Victor Laval introduit son récit par son héros, celui qui ne pouvait tout simplement pas être envisagé comme tel dans la conception de Lovecraft. Malone, un noir. Charles Thomas Tester, donc, un jeune homme qui vit avec son vieux père Otis, il y a peu maman est morte, dans un appartement miteux de Harlem. Notre Tommy se balade avec une guitare, mais ne sait guère jouer que 2-3 chansons faciles, aux grandes dames de ses parents, tous deux très imprégnés de musique. Et il ne chante pas très bien. Suffisamment toutefois pour récupérer quelques piécettes, en s'installant à la lisière de Harlem, là où des blancs peuvent passer. Bien sûr, s'installer dans un quartier blanc est parfaitement inenvisageable. Il ne ferait que s'attirer la suspicion des badauds et se ferait dégager par la police aussi vite par exemple,
qu'un Afro-Américain d'aujourd'hui qui attend un pote dans un Starbucks, ou qui pique une sieste dans un coin du campus de Yale. Je vous ai mis quelques liens de l'émission The Day Show with Trevor Noah sur ces faits divers tout récents. Bon, ça n'est de toute façon pas une vie. Aux grandes dames, là encore, d'Otis, Tom arrondit les fins de mois en se livrant à quelques petites filouteries de petits escrocs, ou par exemple une mission de coursier pour un truc bizarre, un livre occulte à livrer à une vieille blanche, ce qui permet à Victor Laval d'intégrer l'alphabet suprême à son récit, en lui conférant une connotation ésotérique bienvenue. Bon, des trucs pas toujours très légaux, ou limites, disons, mais rien de bien grave. Le bonhomme est médiocre, mais plutôt très sympathique. Cependant, un jour, pas si beau, Tom se fait accoster par Robert Sweedham, qui engage le musicien, avec plein de guillemets. Et aussitôt après, il se fait questionner à propos de ce bref entretien par le flic Malone, froid, déconcertant, et son associé de circonstance, le détective Howard, qu'on devine bien vite être la plus flagrante, sinon principale, brute raciste de cette histoire. Tout cela tourne bien vite mal, et les projets occultes de Sweedham, d'abord effrayants pour Tom, gagnent considérablement en intérêt après l'épreuve décisive. Et là, attention, je spoil. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. L'épreuve décisive donc, qu'est la mort de son père, abattu par Howard dans une scène qui a quelque chose de tristement quotidien et actuel. Il avait une guitare dans les mains, j'ai cru que c'était un fusil, alors je lui ai vidé 2 chargeurs dans la carcasse, légitime défense, vous comprenez? Ben oui, il faut croire que nous le comprenons parce que ça se produit encore et toujours. Et c'est ainsi que Charles Thomas Tester va devenir Black Tom, car, disons-le, il aura toutes les raisons de le faire. Cette séquence remarquable, très forte dans la novella, émouvante, poignante, tragique, révoltante, fait basculer le récit. On passe du point de vue de Tom à celui de Malone. Mais en fournit en même temps une, sinon la clé. Et c'est sans doute là, plus que dans la citation tardive et superflue, mais j'y reviendrai, d'un certain Cthulhu, que Victor Laval montre qu'il a bien travaillé son Lovecraft au-delà de la seule nouvelle horreur à Red Hook, et que sa novella est d'une ambition marquée. On le sait, et l'incipit de l'appel de Cthulhu en est peut-être la plus éloquente des démonstrations chez Lovecraft lui-même. Depuis, il faut y adjoindre les travaux de la critique Lovecraftienne et tout particulièrement d'un S.T. Joshi. L'horreur Lovecraftienne canonique se veut cosmique. Un point revient souvent dans cette optique, comme une caractéristique essentielle de l'approche philosophique du monde chez Lovecraft, qui veut que le plus grand drame de l'humanité soit son insignifiance et, corrélativement, l'indifférence du cosmos à son égard. Les dieux, s'il s'agit de dieux, probablement pas, se moquent totalement de l'humanité, de ses désirs ou de ses angoisses. Et c'est cela qui est terrible. Les hommes sont écrasés par l'immensité du temps comme de l'espace, mais pire que tout, cet univers intimidant ne les honore même pas de son hostilité. L'appréhension de cette indifférence cosmique est généralement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le point de rupture qui amène les personnages Lovecraftiens à basculer dans la folie. C'est une conception fascinante, une idée très forte et qui me parle. Dans une certaine perception Joshi approved de la fiction Lovecraftienne, c'est là que réside le cœur de l'œuvre, sa force, sa pertinence et, largement, sa singularité. Dès lors, on a pu avancer qu'une fiction Lovecraftienne, entendre par là une fiction écrite par quelqu'un d'autre que Lovecraft, tout particulièrement aujourd'hui, ne saurait mériter véritablement ce titre qu'à la condition de mettre en scène cette même conception de l'horreur cosmique qu'est l'indifférentisme. Victor Laval ne joue pas ce jeu, il fait même tout le contraire et texto, et c'est très pertinent. La mort d'Otis éclaire un récit qui jusqu'alors se montrait bien plus allusif, mais contenait pourtant déjà cette révélation dès lors implacable. La plus grande horreur, pour un wasp de providence désargenté et fier de son érudition livresque, réside peut-être dans l'indifférence du cosmos à son encontre, mais pour un Afro-Américain tel que Tom, cette notion toute philosophique est parfaitement absurde. L'indifférence serait une bénédiction pour lui, car le monde tout autour de ce personnage lui est farouchement hostile. Quelle chance ce serait que de pouvoir se balader dans n'importe quel quartier de New York sans attirer spécialement les regards et se faire agresser par les petits flics blancs du coin en 2 minutes montre en main. L'indifférence? Ce n'est pas l'indifférence qui a tué Otis, c'est l'hostilité, c'est la haine. La haine est plus salissante que l'indifférence, et elle appelle la haine. Peut-être les divinités étranges dont parle Sweedham n'ont-elles aucune intention de récompenser leurs adorateurs secrets quand viendra pour elles le moment d'arpenter de nouveau la terre. Tom n'est pas un imbécile, si Sweedham en est probablement un. Qu'importe, elles peuvent devenir les outils d'une revanche contre un monde qui a toujours été odieux et hostile. La démonstration est implacable, l'effet redoutable, et à même de susciter une remise en cause de tout ce que l'on croyait savoir et apprécier chez Lovecraft, ses épigones et ses critiques, ce qui n'est pas rien. Mais la balade de Black Tom n'est pas un pamphlet, c'est une novella,
Victor Laval ne commet pas l'erreur de négliger son récit au seul profit de son message. Pour autant, ce message n'est pas non plus un épiphénomène vaguement rattaché à une intrigue. Victor Laval gagne sur les deux tableaux. Et c'est ce qui, à mes yeux, fait de la balade de Black Tom une belle réussite et une œuvre bien plus satisfaisante, incomparablement plus, que la quête onirique de Vélitbo, sur des bases pourtant assez proches. Pour autant, la balade de Black Tom n'est pas non plus un texte exempt de tout reproche. À vrai dire, sa première partie m'a bien plus convaincu que la seconde, même si on trouve des choses très intéressantes dans cette dernière, et si Victor Laval opère la bascule de l'une à l'autre avec un certain métier. Reste que la dimension fantastique de la novella est bien moins convaincante que sa dimension philosophique et sociétale. Par ailleurs, après avoir su éviter cet écueil sur la majeure partie de son texte, Victor Laval commet vers la fin quelques erreurs, je mets des guillemets, parce que c'est à mes yeux du moins. Mais soyons francs, ce sont des points de détail, et qui témoignent peut-être plus de ma rigidité sur certains points que d'une éventuelle faute de gauche à l'auteur. Toujours est-il qu'après avoir construit son récit sur des références Lovecraftiennes allusives, très perceptibles mais pas non plus outrées, on sait ce qui se cache derrière le roi endormi de Suidam, l'idée d'un pharaon noir coule de source, etc. Il m'a fait l'effet d'ouvrir les vannes dans les dernières pages où Cthulhu, cette fois l'inévitable Cthulhu, est nommément cité. Cela n'a absolument rien de dramatique, ceci dit. Mais deux autres points, en gros dans les mêmes pages, alors pages 131-132 très exactement pour ce dont je vais parler maintenant, sont davantage regrettables à mon sens. Déjà révéler que l'abominable et brutal détective qu'est Mr. Howard s'appelle en fait Erwin Howard, ce qui n'a absolument aucun sens. Ensuite, ménager une scénette où intervient un couple, clairement Lovecraft et son épouse Sonia Green, pas nommé mais c'est transparent, un homme originaire de Rhode Island qui habitait Brooklyn avec sa femme, à seule fin qu'il se fasse comiquement suggérer par la police même de dégager de New York, où ils ne sont pas les bienvenus, et de retourner à Providence puisque c'est ça, na. Bon, on peut, j'imagine, arguer que c'est de bonne guerre, dans pareil contexte, mais j'ai trouvé ça simplement puéril, et pas drôle, ça semblait devoir l'être. L'auteur se montrait pourtant bien plus subtil et pertinent jusqu'alors. Ces ultimes éléments produisent une rupture de ton que je trouve préjudiciable. Mais ce sont vraiment des détails infinitésimaux et qui ne changent rien à mon appréciation globale de la balade de Black Tom. Car oui, il s'agit globalement d'une très bonne novella, pertinente dans le fond, habile dans la forme, il y aurait beaucoup de choses à dire en su à ces deux égards, et dont le propos est bien servi par une ambiance admirable et des personnages plus profonds et subtils qu'ils n'en ont l'air. C'est une vraie bonne relecture critique de Lovecraft, qui ne se contente pas de dénoncer opportunément, mais le fait avec finesse, et sans jamais oublier par ailleurs de raconter une bonne histoire. L'entreprise était très casse-gueule, mais le résultat m'a amplement convaincu. Très recommandable, que vous aimiez Lovecraft ou pas d'ailleurs.